Salut Marie-Hélène! Salut Catherine! Comment ça va aujourd'hui? On commence par le check-in. Je me posais la question avant qu'on commence d'enregistrer. Je pense que globalement, ça va bien. Et lorsque vous entendrez cet épisode, j'aurai eu 38 ans. Donc, je me sens Ouh! un petit peu vieille. On te souhaite tout de suite un très joyeux anniversaire. Merci. Ouais, c'est comme un anniversaire d'avance en retard. C'est comme fucked up. Ben, merci beaucoup. Et toi, comment ça va? Ouf! Ça a été une dure semaine. On enregistre au lendemain du retour au confinement pour la région de Québec. Et le temps est dur, les cas de COVID montent, puis c'est comme stressant. Mais écoute, on va y aller une journée à la fois, puis continuer à faire ses efforts pour s'isoler. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre deux eaux. Aujourd'hui, on parle de fandom et de culture geek. Donc, on prolonge un peu le thème d'il y a 2 semaines. On va commencer d'abord en eau profonde. On va parler, Catherine et moi, de nos expériences passées en lien avec le fandom. Ça va nous permettre de réfléchir à comment ça s'est exprimé pour nous. Est-ce qu'on a vécu ça plus de manière individuelle ou collective? On va aussi raconter comment le sexisme puis le gatekeeping dans le monde du fandom nous ont impactés. Par la suite, en pataugeoire, on va parler de nos fandoms actuels, puis je vous invite d'être bien à l'écoute parce que ça se pourrait que ce soit un peu comme des teasers pour des épisodes à venir d'Entre deux eaux. Donc, essayez de deviner de quoi on va vouloir vous parler dans les prochains mois. Puis finalement, dernière partie, ben c'est le retour du fameux segment tant attendu de la minute en tabarnak. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Puis, un rappel, si vous n'avez pas encore écouté notre épisode, notre dernier épisode qui portait sur le shipping puis la fanfiction, c'est dans votre feed. Puis, à ce sujet-là, je voudrais mentionner un ship vraiment important pour moi qui m'a sorti de l'esprit, sans doute parce que c'est un souvenir traumatisant, mais c'est dans Downton Abbey, Lady Mary puis Matthew. J'ai tellement ship ce couple-là intense, consommer du fan art, suivi des Tumblr dans le temps, puis mon Dieu que c'était beau, mon Dieu que c'était parfait. Puis c'est un ship qui s'est à quelque part bien fini parce qu'ils finissent ensemble, mais là, quand Matthew est parti de la série et s'est fait tuer de manière absolument terrible, je pense que, tu sais, je mentionnais Nathan et Kelly là, de Misfits qui m'avaient comme fait vraiment mal, mais ça aussi, Lady Mary, Matthew, Dieu ait son âme, c'était bien bon comme ship pour le temps que ça aurait duré. Oh, quel dommage. Ouais. Ben, moi aussi, j'avais quelque chose à rajouter par rapport à l'épisode précédent parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode, je parle un des ships les plus intenses, et un épisode intense que j'avais vécu, la fameuse série pour ados Réal TV. Puis je vous avais dit que j'essayais de retrouver sur YouTube l'épisode, où ils finissent par s'embrasser. Puis j'ai fini par le trouver, donc si vous le cherchez, c'est l'épisode 36, vous pourrez me remercier. Hem, Par contre, à ma grande surprise, ils s'embrassent pas dans Ben l'épisode. non! Tu m'as envoyé le clip YouTube, puis j'étais comme «Ah, Véro pis Sébastien, ça va se passer, ça va se passer. Puis finalement, non, c'est comme ils manquent de s'embrasser à la fin, mais sont interrompus par un personnage qui leur dit de pas faire ça. Fait Ben que, ouais, oui, c'était... mais tu sais, mais c'était cute, ils se déclarent leur Mais amour, puis oui. en tout cas, je vous invite à trouver ça si ça vous tente de revoir ça, puis c'est vraiment le genre d'épisode très build-up, là, tu sais, que tout l'épisode, Hmm. tu sais que ça va arriver durant cet épisode-là, mais évidemment qu'ils vont le faire dans les 30 dernières secondes, mais quand même, c'était beau, ça m'a fait vivre des émotions.
Puis c'est aussi une magnifique time capsule de genre Oui, 2002, niveau déco puis niveau mode aussi. c'est vraiment horrible. Ça m'a rappelé ça m'a ramené au secondaire, en fait. Donc aujourd'hui, on parle, de fandom de manière plus générale. C'est sûr que l'épisode précédent, on parlait de fandom, mais, sur des aspects beaucoup plus précis. Hem, donc, qu'est-ce que c'est le fandom? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on a trouvé dans le fond deux définitions, une qui est plus générale, qui est l'état d'être fan de quelque chose ou de quelqu'un, donc vraiment très, très large. Puis on parle aussi de fandom en termes de communauté de fans d'une personne, d'une équipe, d'une série télé, bon, peu importe, donc qui agit en tant que communauté. Puis, ben, je trouvais ça important de commencer par ça, là, tu sais, de quoi on parle pour le fandom, parce que des fois, hem en tout cas, moi, je sais en préparant cet épisode-là, souvent, je me posais la question, qu'est-ce qui rentre dans le fandom? Qu'est-ce qui l'est pas? Est-ce que je suis trop casual pour me considérer comme fan de quelque chose? Puis c'est dur de tracer vraiment les frontières de comme ce qui appartient au fandom et ce qui l'est pas, sans faire soi-même du gatekeeping. Donc, le gatekeeping, là, garder les portes, se dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas. On va reparler un peu plus tard du gatekeeping, mais en tout cas, cette définition-là qui reconnaît à la fois l'aspect comme individuel d'être fan de quelque chose soi-même, et aussi l'aspect communauté, parce qu'évidemment que c'est super important, puis on va en parler aujourd'hui, ben, je trouvais que ça résumait bien, là, sans exclure personne du fandom. Puis, avant de plonger dans notre discussion, on va juste faire un petit disclaimer, là. On le sait que la fan culture, ça fait partie du capitalisme, ça participe au capitalisme, ça encourage la consommation. Parfois même, simplement le divertissement, de mauvaise qualité, là, produit un petit peu, comme sur une chaîne de montage. On est au courant de ça, puis on parlera pas de ça aujourd'hui. Ça va être un autre jour. Alors, plongeons en eau profonde directement. On veut parler, de nos expériences passées avec, le fandom ou les fandoms plutôt. Puis ce qu'on s'est rendu compte en préparant l'émission, comme je disais dans l'introduction, il y a 2 manières de voir le fandom, une individuelle puis une collective. Puis, moi personnellement, je me rendais compte que mes expériences étaient beaucoup plus individuelles. Je suis pas vraiment allée chercher, l'apport de la communauté, mais j'ai plus souvent qu'à mon tour obsédé sur des affaires. Fait que je sais que j'étais fan d'émissions de télé, de films, de plein d'affaires. Mais je faisais ça toute seule dans mon coin, mais c'était quand même très agréable. Puis inversement, ben, je veux dire pas que j'ai pas trippé sur des affaires tout seul dans mon coin, là, loin de là, mais j'ai aussi fait partie de petites communautés en ligne. Je suis même allée au Comic-Con de Montréal une fois. Puis je suis allée aussi à des midnight screenings. Je suis allée à la projection à minuit, entre autres, de l'épisode 3 de Star Wars. Et oui, euh, au Colossus de Laval. Shout out Laval. Fait que tu sais, j'ai quand même eu des expériences où je faisais partie d'un groupe, soit en ligne ou dans la vraie vie, puis que je me rendais compte que je faisais partie de quelque chose, tu sais. Donc, on commence par ça, cette différenciation entre vivre le fandom de manière individuelle ou de manière collective. Puis Catherine, j'aimerais ça t'entendre un petit peu plus sur comment t'as vécu ça, toi. Oui, mais dans le fond, j'essayais de réfléchir à comme, tu sais, qu'est-ce qui constitue, tu sais, l'expression du fandom ou comme, tu sais, comment être fan? Qu'est-ce qu'on fait pour être fan? Puis, c'est sûr que moi, je rentre là-dedans, tout ce qui est binge watching ou comme, tu sais, consommer l'émission. C'est sûr que plus jeune, le binge watching était peut-être un peu moins accessible pour nous, du moins, Mhm. moins qu'il est aujourd'hui. Mais c'est ça, écouter, consommer, le produit culturel, faire de la recherche sur le sujet. Moi, j'aimais bien ça, écouter des entrevues, des contenus exclusifs, essayer d'aller tout trouver. J'en ai parlé à l'épisode précédent. Ma mère achetait les TV Hebdo, fait que moi, à chaque semaine, je prenais mon TV Hebdo, je l'épluchais pour découper tous les contenus que je voulais conserver dans un scrapbook ou ailleurs
ailleurs, dans mon agenda, peu importe. Fait que c'est sûr que j'étais toujours à la recherche là, de la meilleure photo et tout et tout. Moi, je suis bien fan des produits dérivés. Je sais, on a dit on voulait pas parler de Maudit capitalisme, capitaliste. mais je sais. Mais moi, là, les t-shirts avec des imprimés, là, c'est comme ma... J'ai bien de la facilité à acheter ça. Puis là, c'est un peu drôle parce que j'étais en train de transposer ça aussi sur les intérêts de mon enfant et que là, quand je suis au magasin et que je trouve quelque chose à l'effigie d'un de ses personnages préférés, j'avoue que j'ai de la misère à résister. Mais bon, puis c'est ça, puis je me rendais compte que mes activités individuelles sont un peu en lien avec le fait que je me suis souvent sentie toute seule de ma gang à triper sur quelque chose. J'avais souvent l'impression que j'étais... tu sais, c'est sûr là, que quand je tripais sur les Backstreet Boys, comme toutes mes amies tripaient aussi dessus, là, mais comme très souvent, c'est ça. Moi, je tripais sur les Backstreet Boys et Noir Silence, fait que je peux te dire que dans ma classe de 6e année, c'est ça, on me regardait en faisant comme «Ah, quoi? Qu'est-ce que c'est ça?» Ben, pas «Qu'est-ce que c'est ça?» mais comme «Pourquoi?» tu sais? Mais bon, ça, c'était moi. Fait que j'ai comme, on dirait, je me suis responsabilisée, puis j'ai dit «OK, je fais ça toute seule, c'est correct, ça m'appartient». Sauf que quand je suis arrivée à l'université, puis que j'ai commencé à lire sur les Girlhood Studies, puis les études sur les filles, je suis tombée sur un article d'une chercheuse qui s'appelle Bettina Fritsch dans un livre qui s'appelle All About the Girls. Ça a été publié en 2004. Puis cette chercheuse-là parle elle parle de la fan culture. Fait que premièrement, c'était la première fois que je voyais ça comme un objet étudié. Puis c'est là que je ferais le lien entre l'individuel puis le collectif. C'est que elle, dans cet article-là, elle s'intéresse aux pratiques des fans des Spice Girls. Puis elle parle de ça comme ben, le fait d'être fan comme un espace de découverte de soi et d'empowerment, notamment parce qu'elle étudiait qu'est-ce que les fans faisaient, plutôt que de faire comme la plupart des féministes de l'époque, puis dire les Spice Girls sont l'outil du patriarcat venu corrompre notre belle jeunesse. Elle a fait, mais attends, on va regarder qu'est-ce que les filles font. Puis elle s'est rendue compte que les filles, ce qu'elles faisaient, c'était souvent de... ben, tu sais, il y avait plein d'activités de consommation des produits culturels, mais après ça, il y avait aussi tout l'aspect de les imiter, se costumer comme elles, imiter les danses, inventer des danses, faire des spectacles. Et c'est là que je me suis vue en 6e année faire exactement ça avec ma gang d'amis. Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, oui, il y avait des aspects comme c'était très individuel mon fandom, mais tu sais, dans ces cas-là, je me suis vraiment reconnue, puis j'étais comme, mais c'est ça que j'ai fait, puis c'est ça. Fait que j'ai quand même eu des pratiques collectives, mais en tout cas, ça a comme shifté ma perception de voir ça, là, tu sais, de voir les gens comme actifs, puis voilà, c'est la beauté des Girlhood Studies, en fait. C'est ça, c'est venu légitimer ton expérience de fandom, dans le fond. Oui, vraiment, parce que j'étais comme... Puis en plus, je pense, si je me souviens bien, elle avait étudié des adolescentes au UK, puis j'étais là, ah wow, comme dans mon Gatineau natal, ça se passait pareil. Comme si j'avais été interviewée par la même chercheuse, j'aurais eu les mêmes réponses que ses participantes. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment hot. Nice. Moi, j'ai quasiment eu une expérience inverse. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On dirait que, pour ma part, j'avais aussi cette expérience-là de souvent être la seule de ma gang à triper ou à triper de manière aussi intense sur certaines séries ou films, par exemple. Et mon réflexe, moi, ça a été de dire, bon, ben, je vais aller trouver ma gang de weirdos en ligne, tu sais. Fait que mes premiers forums auxquels j'ai participé en ligne, j'étais au début du secondaire. Puis moi, j'avais la chance quand même d'avoir appris l'anglais en 6e année. Fait que j'avais quand même accès à la culture de fans en ligne en anglais. Fait que, bon, premières expériences, surtout des forums puis des sites de partage de photos ou même de recap d'épisodes. Ensuite, éventuellement, des fois des blogs, soit de fandom en général ou précisément là, qui s'attardent à une série, un produit culturel en particulier. Éventuellement des podcasts. Moi, j'ai commencé à écouter des podcasts très, très tôt, puis parmi les premiers podcasts que j'ai écoutés, c'était des podcasts de Harry Potter. Puis, comme j'ai mentionné dans l'épisode sur le shipping, tu sais, des vidéos, fait que des montages vidéo, là,
mis sur de la musique qui parle de certains personnages. J'ai pas participé à des conventions, mais tu sais, je me suis intéressée à ce qui se passait, puis ce qui sortait de ça. Puis une des dernières itérations des expressions collectives de fandom auxquelles moi j'ai participé, c'est sur Tumblr. Ouais. Fait que, tu sais, s'échanger des gifs, s'échanger des memes, là, sur des fandoms, puis tu sais, c'est ça, s'abonner à des Tumblr, puis commenter des choses, tout ça. Évidemment, tu sais, c'est pas pour tous mes fandoms que je participais de la même manière. Comme j'ai nommé encore dans l'épisode dernier, c'est beaucoup dans le fandom de Lost que je me suis investie. Puis sur ce forum-là, c'est que j'ai bâti des liens. Puis donc, oui, on parlait de l'objet de notre fandom qui était Lost puis le ship de Jack et Kate, mais on parlait de la musique qu'on écoutait. On parlait des autres séries qu'on écoutait, Grey's Anatomy, par exemple, ou à un moment donné, quand Twilight est sorti, là, c'est comme on parlait de Twilight, on parlait de politique, puis on parlait de ce qui se passe dans nos vies, tu sais. Fait que l'expérience collective du fandom en vient à dépasser l'objet central qui a fait que tu t'es réuni à la base. Fait que ça, c'est une chose dont j'ai fait l'expérience. Pour moi, il y avait aussi, étant donné que c'était une communauté non mixte, à 2 exceptions près, mais en fait à une exception près, fait qu'on était tout un groupe de jeunes femmes entre 13 et 28 ans. Fait il y avait une compréhension des références culturelles. On avait beau, tu sais, venir de différentes parties du monde. On avait des intérêts communs. On avait grandi dans la même culture, tu sais, globale. Puis c'était très sécurisant aussi de se retrouver entre nous parce qu'on savait qu'on n'allait pas être dénigrés. Puis on savait aussi qu'il y aurait pas de harcèlement parce que on avait nos liens étaient rendus très forts que tu sais on avait nos adresses courriels, on avait échangé des photos, on savait de quoi on avait l'air. Fait que quand mettons une nouvelle personne arrivait dans la communauté, je veux pas dire que la personne subissait un examen, mais tu sais c'est comme on apprenait à la connaître, tu sais, doucement, puis je reviens à la notion de sécurité puis de confort, en fait. Tu sais, que je pouvais être moi-même sur ce forum-là, puis j'avais pas peur d'une intrusion quelconque. Tu sais, le Mmh. web, c'est très vaste, puis Ouais. surtout de nos jours, tu sais, on peut se sentir facilement attaqué en partageant une opinion ou, tu sais, puis à cet endroit-là, je me sentais vraiment acceptée, puis je sentais que je pouvais m'exprimer sans que ça me revienne en face. Puis c'est pas qu'il y avait pas des désaccords, c'est juste, c'est ça, c'était vraiment comme un petit village, tu sais. Puis je nous amènerais là-dessus les raisons pour lesquelles les femmes et les filles décident de se créer des espaces en ligne non mixtes. Ces espaces-là, je pense, ne sont pas créés en réponse à des violences ou à des exclusions subies dans la culture geek nécessairement, mais le résultat reste le même, dans le fond. C'est qu'on se rassemble par intérêt puis un peu par identité, Mmh. puis c'est agréable, puis c'est ce qui fait qu'on participe activement à nos fandoms, hem, versus, tu sais, d'aller sur un forum peut-être plus général avec, tu sais, des hommes, de 20, 30, 40 ans qui se pensent ben hot puis qui nous insultent parce qu'on s'intéresse pas aux bonnes affaires ou être sexualisés simplement, tu sais, Mmh. en participant en tant que femme dans des espaces, peut-être plus masculins. Hem Puis je veux faire aussi le caveat que aujourd'hui, je parle de mon expérience, mais je participe vraiment moins aux espaces de fandom, tu sais, vraiment dédiés au fandom aujourd'hui, tu sais. Fait que mon expérience se résume un peu bon, un peu dans les années 90, là, mais principalement entre, mettons, 2000 puis 2012. Mmh. Je sais que les choses ont changé aujourd'hui. Puis, tu sais, je parlais de non-mixité femmes, mais tu sais, par exemple, il y a beaucoup plus de personnes, surtout des jeunes, qui s'identifient comme non-binaires aujourd'hui et qui le disent. C'était pas une réalité qui était très discutée, si on se reporte Mmh. juste v'là 10 ans. Fait que
je sais pas comment, mettons, la non-mixité, ça se vit aujourd'hui, tu sais, dans les espaces de fandom. Mhm. Tu sais, l'endroit où je suis peut-être le plus active, mettons, dans le fandom aujourd'hui, c'est Twitter, tu sais. Ça reste tellement vaste, tu sais, fait que je peux pas dire que j'ai une expérience, là, de fandom. Mais en même temps, j'ai envie de te demander parce que, tu sais, je t'écoutais puis je suis super d'accord avec toi. J'ai l'impression que la différence aussi aujourd'hui, c'est que le web est moins compartimentalisé qu'avant. Mmh. C'est-à-dire que, tu sais, moi, mon expérience, tu sais, j'ai participé pendant plusieurs années sur un forum à peu près dans les mêmes années, là, tu sais, de 2000 à 2000-2010, mettons. C'était un forum plus généraliste qui s'adressait aux ados, puis comme ça ressemblait à ce que tu... à part le fait que c'était mixte, euh, c'était quand même un espace sécuritaire parce qu'on n'était pas nombreux, parce qu'on se connaissait tous, parce qu'il y avait comme eu... On est, notre identité partagée était qu'on était jeunes puis qu'on se sentait tous un petit peu en marge d'où on était. Mmh. Tu sais, c'était un peu ça notre lieu commun, mais il n'y avait pas rien, tu sais, il n'y avait pas un fandom ou comme un sujet en particulier qui nous réunissait, à part le fait qu'on était tous un peu des rejets, chacun de notre bord, puis on se rejoignait là. Puis on n'en revenait jamais à quel point le climat était positif sur notre forum. C'était ça Mmh. qu'on remarquait beaucoup. Mais en même temps, c'est ça ce que ça m'a fait penser, c'est que maintenant, tu sais, comme tu disais, tu participes à des fandoms sur Twitter, mais Twitter, il y a genre 10 millions d'affaires, tu sais, tu vas pas... Mmh. À l'époque, tu allais sur un forum pour une affaire en particulier, puis il y avait pas, tu sais, tes liens, les liens sociaux en ligne étaient plus compartimentalisés, c'est ça que je veux dire. Il y avait pas les gens, t'es comme Mmh. ta famille, tu sais, si tu partages des trucs sur Facebook, ben ta famille est là aujourd'hui, versus à l'époque, 2000, ben tu sais, tout le monde n'était pas sur Internet, tout le monde n'était pas sur les forums ou sur les blogs ou des trucs comme ça, fait qu'il y avait quand même quelque chose de plus circonscrit, je pense. Je pense que oui, mais tu sais, encore là, tu sais, à titre personnel, je veux pas non plus trop parler à travers mon chapeau, tu sais. Ouais, Puis, ouais. justement, parlant de Twitter, il y a une auteure, là, si on peut dire, une chroniqueuse web que je suis qui poste souvent à propos de la stan culture, qui, selon elle, est comme rendue vraiment toxique, dans le sens où sais, il y a comme plus de place pour la dissidence, là. Si t'es Mmh, fan de quelqu'un, faut que tu sois fan absolu, puis il y a comme, faut pas tu remettre rien en question, puis tout est très, très polarisé. mmh. Fait que je pense que les choses ont changé, mais pas nécessairement pour le mieux, mais en même temps, j'ai pas d'expérience personnelle tant que ça à partager à propos de ça. Mais peut-être retournons, Catherine, à l'utilisation de l'Internet dans les années 2000, puis comment ça, c'était en soi quelque chose de niche, tu sais. Oui, Ça fait ben pas c'est longtemps que ça. l'Internet est mainstream, pour vrai. Ben c'est ça. En préparant cet épisode-là, c'est une des réflexions que je me suis faite. J'étais là, ben voyons, comment ça, je m'identifiais tant que ça à la figure geek. Puis là, j'étais comme, ben oui, mais c'est parce que j'étais sur Internet en 2000. C'est pour ça que j'étais geek. C'était le simple fait d'être sur Internet, ça nous faisait geek. Puis ça nous ramène au début de notre amitié, Marie-Hélène, parce qu'on s'est rencontrés sur un projet de nerd féministe sur le blog Je suis Mhm. féministe. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années, on dirait bien qu'on se connaît. Puis pour préparer l'épisode, j'ai ressorti un texte que tu as écrit en 2009 sur Je suis féministe qui s'appelait Sexisme et fanatisme. Veux-tu nous en parler? Ben oui, puis on va le mettre en lien. On va le mettre en lien dans les notes de l'épisode. Ben, c'est ça, il est toujours disponible. Puis une chose qui m'a vraiment fait rire, c'est que quand je l'ai lu, j'ai souligné une phrase qui disait j'ai quand même hâte de savoir où en seront les choses dans 10 ans d'ici. Fait que, ben, maintenant, 12 ans après, on est où? Ben c'est ça, je pense que je dois malheureusement annoncer à la Marie-Hélène de 2009 que je ne sais pas trop où en sont les choses présentement. C'est plate. Colin! Mais c'est drôle parce que c'est comme si j'avais j'ai comme c'est comme Inception. J'ai comme prévu qu'on allait faire un épisode de podcast là-dessus Ouais, éventuellement. exactement. Fait que oui, on était, Marie-Hélène et moi, deux filles de l'Internet, deux geeks. En tout cas, je sais que moi, je me suis beaucoup associée à l'image de la geek, tu sais,
cette identité-là, tu sais, je me la collais vraiment beaucoup. Puis en étant geek, ben, je suis tombée à un moment donné, sur, la notion de fake geek girl, qui est un débat qui a quand même été assez, virulent, là, dans ces années-là. Donc qu'est-ce que c'est une fake geek girl? C'est une fille qui se dit geek, mais qui est, dans le fond, qu'on considère comme une fraude, quelqu'un qui se fait passer pour une geek pour avoir de l'attention. Fait que, au début de l'épisode, j'ai abordé là, la notion de gatekeeping. C'est vraiment un peu ça. C'est que c'est comme si l'image du geek, ce serait un gars, puis ce gars-là décide que les filles ont pas d'affaires dans cet univers-là. Fait qu'évidemment, c'est un stéréotype sexiste qui sert à exclure les filles des espaces geeks. Puis aussi, il y a comme l'aspect souvent là, dans le gatekeeping de faire passer des tests là, à la fille. Fait que, tu sais, si mettons une fille porte un t-shirt d'une série Mhm. de science-fiction ou de whatever, ben là, elle va se faire demander, ben là, as-tu vu tous les 508 épisodes? Puis peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 46 à la 38e seconde? Tu sais, comme, il y a beaucoup de questionnages, alors que, tu sais, selon moi, être fan de quelque chose, tu devrais pas avoir à passer un test, tu sais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais comme, en tout cas, tu sais, c'est comme un peu absurde. T'es pas un meilleur fan parce que t'as une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'est passé dans une série donnée. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, tu peux, tu sais, c'est sûr qu'en t'intéressant à quelque chose, dépendamment de ton temps, de ton intérêt, de ta personnalité, tu vas peut-être écouter vraiment beaucoup de choses, puis tu sais, emmagasiner beaucoup d'informations, mais ça veut pas dire que tu es un meilleur fan ou peu importe, là, à moins si tu t'entraînes pour génie en herbe, mais ça, c'est une autre affaire. Tu sais, puis je me souviens que même avant de connaître la fake geek girl, l'image de la fake geek girl, je me souviens que quand j'avais des intérêts geeks, qui étaient, tu sais, par exemple, les jeux vidéo, les films de science-fiction, l'internet, comme on disait tantôt, on dirait que j'osais pas, tu sais, on dirait que j'avais l'impression de pas assez connaître ça pour m'intégrer dans des Hmm. communautés, puis ça me tentait pas nécessairement. Alors que, tu sais, si je prends l'exemple des jeux vidéo, moi, chez nous, qui était la personne la meilleure pour jouer aux jeux vidéo? C'était ma mère, là, tu sais, ça n'a pas rapport, là. Ma mère était super bonne au Super Nintendo, tu sais. Puis aussi, je trouvais que des fois, mes intérêts, ils étaient pas assez sérieux quand je commençais à lire sur la culture des jeux vidéo, puis que je disais: «Ben moi, j'adore les jeux vidéo, justement, moi, j'adore le Super Nintendo, j'adore Mario Bros», puis que là, je me rendais compte que comme les joueurs de jeux vidéo, c'est pas à Mario Bros. Ben, en fait, il y en a qui jouent à Mario Bros, mais je veux dire, comme c'est pas ça qui est valorisé, fait que je me disais, ben, tu sais, moi, mes intérêts sont un peu poches. C'est pas Final Fantasy, là. Fait que de quoi tu parles, Catherine? Take a seat, genre. Ben, c'est ça. Mais moi, Super Mario, j'aime ça, puis je suis bonne, fait que allez vous asseoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années, autour de la fake geek girl, je me suis mis à m'intéresser aux filles autour de la culture geek. C'est ça qui s'est mis à m'intéresser. Puis, tu sais, je pense à un band comme Taco Cat qui a fait une tune sur Dana Scully que j'ai super aimé. Un autre groupe de musique que j'aimais beaucoup qui s'appelle les Double Clicks, qui sont deux sœurs qui faisaient de la musique très, très autour de l'image de la culture geek, des nerds de Comic-Con, de Star Trek, tu sais, des dinosaures. En tout cas, ça me faisait vraiment triper. Euh, Découvrir le travail de Feminist Frequency aussi avec Anita Sarkeesian. Fait que finalement, c'est comme ça que je me suis mis à lire beaucoup sur le sexisme dans la culture geek sans nécessairement y participer Mhm. directement. Fait que c'est comme spécial parce que ça m'aidait pas à me sentir plus légitime parce que j'avais l'impression que je connaissais plus comme l'univers plus que les réels intérêts geeks, mais maintenant je sais que tout ça est légitime. Tant mieux. En terminant, je nous questionnerais à savoir pourquoi on participe peut-être moins au fandom actuellement, tu sais? Je pense qu'il y a, entre autres, des expériences négatives qui nous ont comme un peu désabusés. Comme je sais que tu as souvent parlé de la notion de «Ah, mais j'ai plus le goût de jouer, là, c'est trop Mhm. toxique, ça fait chier». Ben, c'est l'internet en général aussi là, que je trouvais trop toxique. Fait que, tu sais, que justement, j'ai participé à Twitter pendant quand même un bout, puis à un moment donné, j'ai fait comme: «Non, regarde, ça suffit, là, j'ai plus Mmh. d'énergie pour gérer ça». Mais je pense aussi que c'est beaucoup, en tout cas dans mon histoire, c'était beaucoup
j'ai moins de temps, tu sais, je consacrais beaucoup de temps à mes études, au travail, j'avais moins d'argent à consacrer à ça, Mmh. puis aussi le manque d'espace mental pour s'investir dans des séries, là. Moi, je suis rendue super paresseuse, puis ça fait des mois que je suis supposée d'écouter la saison 3 de Handmaid's Tale, puis je le fais pas parce que comme ça me prend trop d'espace mental pour écouter ça, fait que j'écoute Drag Race à la place. Mais tu amènes un point super intéressant parce que moi aussi, on dirait que j'ai pu non seulement pas l'espace mental, mais j'ai comme pas la capacité de garder mon attention aussi Mmh longtemps là-dessus. En fait, je pense que je pourrais l'avoir, mais je choisis de plus l'avoir. Tu sais, c'est comme mon attention, je la focus sur d'autres choses, comme ce podcast, par exemple, tu sais. Fait que si je regarde la télé pour décrocher, il y a une partie de moi qui a pas envie de m'investir comme full à fond, tu sais. Puis, mh. tu sais, par exemple, WandaVision cet hiver, c'était comme la grosse affaire. Tout le monde parlait de WandaVision. Puis moi, j'ai décroché de Marvel comme après, genre, le deuxième Avengers, à peu près. Parce que j'étais comme, ça devenait vraiment trop une formule, puis ça m'intéressait plus. Puis moi, j'ai toujours beaucoup aimé, en tout cas, pour la première partie de ma vie, j'ai vraiment beaucoup aimé les films de super-héros, puis à un moment donné, j'étais comme, I'm done, tu sais. Fait que là, WandaVision, moi, j'ai pas le goût de me taper, Chris, 8 films de Marvel avant d'être capable de comprendre, comme, la mythologie de WandaVision. Fait que c'est comme, fuck off. Puis je vais regarder Drag Race, je vais regarder Real Housewives, puis j'aime ça, suivre ces séries-là, puis je les suis presque à chaque semaine, mais je sais aussi que si je skip un épisode, c'est pas grave, parce qu'il y a des Mmh recaps, puis tu sais, c'est comme moins engageant, puis ça me fait du bien. Puis je pense qu'on vieillit aussi, puis on relativise nos intérêts. On parlait dans l'épisode sur le shipping de peut-être vivre par procuration, tu sais, à travers certains personnages. Quand tu développes une vie, puis que t'as des vraies expériences, ben, t'as un moins grand besoin de vivre à travers des personnages aussi, je pense, tu sais. Ouais, je pense que tu as raison. Puis il y a de quoi aussi de c'est vraiment overwhelming aujourd'hui que, en fait, la manière de consommer des séries, souvent, tu sais, c'est vraiment beaucoup le binge watching parce que, oui, c'est sûr qu'il y a encore des séries qui sont comme qu'il y a un épisode par semaine puis tout ça, mais le binge watching est très, c'est comme rendu la manière normale. Tu sais, je me souviens, là, les étés où, Orange is the New Black sortait une nouvelle saison, puis là, comme c'était comme le concours de voir qui l'avait écouté en moins de temps, là, puis comme, tu sais, genre, le monde Mhm. l'écoutait en 24 heures, les 14 épisodes, puis tu fais comme ça fait des gros morceaux, tu sais, puis avant, j'avais l'habitude de beaucoup suivre les téléromans à la télé, puis là, j'en suis un parce que je trouvais ça trop d'en faire plein. J'en suis un, celui avec Marina Orsini, une autre histoire. Par- Jugez-moi pas. Mais l'affaire, c'est que j'aime ça avoir comme un épisode par semaine, le Mhm. lundi à 8 heures, je m'installe, je m'assois, j'écoute ma petite affaire. En plus, il y a des annonces, comme, c'est long, comme c'est, mais ça me donne le temps de, je sais pas, là, de prendre l'histoire lentement. Puis même s'il y a quand même des émotions fortes, là, spoiler alert, là, la fin de la saison qui vient de finir la semaine passée, ça finit fort, je vais vous dire ça de même. Hey, méchant Mais spoiler. oui, il arrive quelque chose de grave. J'ai sursauté. J'ai sursauté. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est ça, mais il y a quoi comme de réconfortant d'écouter des affaires ben tranquilles. Mais ça doit être ça aussi qu'on vieillit. Ben oui, on aime ça des petites affaires tranquilles. Bienvenue à Entre deux eaux. On est au segment pataugeoire. Ou le segment pantoufle, est-ce qu'on le Oui, renomme? oui, effectivement. En fait, on a le goût de mettre nos pantoufles de casual fan qu'on est devenu parce que on tripe encore sur des affaires, mais de manière pas mal plus relaxe. Fait qu'on avait envie de vous partager, faire un peu la liste de qu'est-ce qui nous fait triper dans les fandoms. Fait que je vais commencer. Moi, j'ai quelque chose, puis je peux dire que j'appartiens au fandom depuis que j'ai à peu près 8 ans. C'est les Lego. L'univers des Lego. C'est pas une joke. Puis je suis replongée là-dedans dans les dernières années, mais quand j'étais jeune, non seulement j'aimais les Lego, mais j'étais abonnée à la revue Lego Maniac.
Fait que je recevais des contenus, tout ça, j'aimais vraiment ça. Puis c'était drôle parce qu'à chaque mois, il y avait comme un concours, genre, OK, pas la semaine prochaine, mon Dieu, le mois prochain, le thème, c'est les dragons. Fait qu'envoyez-nous des photos de construction de dragons. Mais là, on est comme en 94, là. Fait que, imaginez-vous le temps que ça peut prendre pour faire une construction qui a du bon sens, prendre une photo, aller la faire développer à la pharmacie, l'envoyer par la poche. Peux-tu vous dire que j'ai jamais envoyé une photo pour la faire publier dans la revue? Mais avec Internet aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup. Je suis abonnée au compte Instagram de Lego. J'adore regarder les nouveautés, voir aussi ce que les fans font. J'écoute beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos en stop motion que j'écoute avec ma fille. C'est vraiment le fun. Puis là, ben, vu que je suis adulte, que j'ai pas grand-chose à faire parce qu'on est en confinement et que j'ai un peu d'argent, ben là, je m'achète les beaux sets qui sortent. Fait que là, mon dernier excitant que j'ai acheté, c'est la maison Sesame Street en Lego. Oh mon Nice. Dieu, des heures de plaisir. Puis c'est vraiment des kits pour adultes, là, tu sais, pas parce que c'est explicite, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux, puis c'est des constructions compliquées. Mais c'est ça, là, j'essaie de me procurer les kits qui me font un peu triper. En lien avec des fandoms, justement, j'ai comme les 2 kits des Simpsons aussi, la maison puis le Quickie Mart. Là, j'ai l'œil sur le kit de Winnie the Pooh qui sort bientôt. Puis en plus, c'est que je monte les kits puis ma fille adore jouer avec. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Et d'autres Lego que j'ai, c'est des Lego de Mario Bros, qui est mon autre fandom que j'aime. J'en ai parlé un peu tantôt. Oui! J'ai Euh, vu ton Lego avec la lumière. oui, ben, tu sais, googlez ça, là, si ça vous intéresse, là, ça s'appelle Lego Mario. Puis dans le fond, c'est vraiment, tu fais des trajets de Mario, puis t'as un petit bonhomme animé. Ça fonctionne avec un genre de scan, il y a comme une lumière en dessous, puis c'est vraiment le fun. Mais là, il faut que je me retienne parce que c'est infini le nombre de kits puis d'expansions qui existent, puis c'est parce que ça coûte cher, là. Mais ça allie comme je trouve que l'amalgame entre l'univers Lego puis l'univers 8 bits, 16 bits de Mario, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est ça, tu sais, le rétro gaming en général, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, je joue moins, mais comme chez nous, on a à peu près toutes les consoles de Nintendo qui existent. Puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment le fun. Si j'avais un plus grand salon puis plus d'espace, j'aimerais vraiment ça que toutes mes c'est un de mes rêves, là, tu sais, qu'on puisse plugger toutes nos consoles, qu'elles soient toutes fonctionnelles et utilisables, mais là, par manque d'espace, on le fait pas, mais tu sais, on garde nos consoles pour ça, en fait, puis c'est bien le fun, j'aime bien ça, tu sais, je suis pas super investie, mais en même temps, j'ai le matériel puis je le garde précieusement, je fais bien attention. Mhm. Et mon nouveau fandom casual que j'ai commencé en l'honneur du couvre-feu. J'ai dit: «C'est enfin le moment, je plonge dans l'univers de RuPaul Drag Race». Écoutez, je pensais jamais aimer ça de même, là. Moi qui avais jamais été intéressée par l'univers des drag queens avant ça, là, ça a même pas de bon sens. Je passe les saisons à un rythme d'enfer. J'ai calculé sur les 21 saisons qui existent en ce moment, avec les All-Stars, les UK, Canada, puis tout ça, j'en ai écouté 15 sur 21 depuis le mois de janvier. Ça a-tu du bon sens? Il faudrait faire le calcul, c'est combien de saisons par semaine? Ah, je sais plus, mais en tout cas, c'est beaucoup. J'ai comme un bon rythme, là. Puis j'aime ça, je suis comme rendue super investie. Puis là, je suis rendue assez loin que là, j'écoute des vidéos des recaps comme des saisons. J'essaie de pas me spoiler, par exemple. C'est un peu, j'ai hâte d'avoir fini pour plus avoir l'impression de marcher sur des œufs, là, quand je suis sur Internet, pour pas me spoiler les gagnants des saisons, parce que c'est un peu plate. Mais je pense que ce qui me fait du bien dans écouter ça en ce moment, c'est que c'est tellement une formule répétitive, puis tu sais, la télé-réalité, c'est souvent ça, mais je veux dire, à un moment donné, je me suis fait de la réflexion, je suis comme: «Mais tout ce que RuPaul dit dans un épisode, c'est tout le temps la même affaire à tous les épisodes». Comme, tu sais, ses catchphrases puis tout ça, c'est Mhm. toujours, toujours, toujours la même affaire. Fait qu'il y a quelque chose de rassurant, de relaxant, puis j'adore ça. Puis en plus, ben, j'adore en parler avec toi. Oui! C'est vraiment le fun de pouvoir suivre la série, la saison 13 Oui. ensemble, présentement. Mmh. Puis de s'envoyer des messages sur genre qu'est-ce que tu penses de telle queen qui a été éliminée puis tout. Moi, Drag Race, ça fait pas longtemps que je le suis. J'ai comme commencé avec All Stars 5 à le suivre vraiment plus régulièrement. Puis évidemment, j'ai regardé Drag Race Canada. Puis là, je viens de finir la deuxième saison de UK et je suis évidemment la saison 13. Puis
ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement une diversité de candidates Mhm. que après tu peux comme tu sais tu trouves tes drag queens préf puis tu commences à les suivre s'ils ont des chaînes YouTube ou des podcasts. Fait évidemment, je pense qu'on est deux grandes fans de Trixie Mattel, Oh mais oui. j'aime beaucoup Katia aussi, j'aime beaucoup Bob de Drag Queen. Ah oui, puis je veux juste mentionner comme une des meilleures séries réalité ever, We're Here, avec Bob, Shangela puis Eureka. C'est vraiment super bon. Puis Catherine, j'ai trop hâte que tu l'écoutes. C'est sur ma liste. C'est après. Dès que j'ai fini la saison 12, c'est dans mes plans. Puis c'est ça, puis tu sais, ces candidates-là deviennent comme des entrepreneurs, là, une fois qu'elles ont comme gradué, tu sais, c'est plus les drag queens old school qui font juste des shows dans des bars, tu sais, c'est comme elles font de la tournée, bon, pas en ce moment, mais tu sais, c'est ça, des produits dérivés, tout ça. Fait que c'est super agréable, Drag Race. Je trouve que malgré le fait que il y a des fans, je pense, de plus longue date de Drag Race qui trouvent que c'est trop une formule aujourd'hui. Puis il y en a d'autres aussi qui déplorent le climat toxique, des fois, de certaines fans de quelques Ouais. drag queens. Étant donné que moi, je suis une fan casual, ça me dérange comme pas trop, tu sais. Mhm. J'ai mes prefs, puis je consomme qu'est-ce qu'elles font, puis j'en parle avec toi, puis c'est comme ben assez, tu sais. Un autre fandom de télé-réalité qui m'a pris par surprise un peu, c'est tout ce que fait Bravo, puis plus spécifiquement les Real Housewives. En 2018, j'étais allée en vacances dans le Maine, puis un des postes à la télé, il jouait tout le temps Real Housewives. Fait que j'ai comme été exposée à ça pour la première fois en voyage. Puis je suis revenue chez nous, puis là, j'étais juste comme curieuse, tu sais, fait qu'il y a plein de... Il y a les Real Housewives de plein de villes, tu sais, t'as Dallas, t'as Atlanta, t'as Beverly Hills, t'as New York, New Jersey, en tout cas, c'est pas juste des villes, là. Fait que j'y suis pas toutes, mais comme dans la dernière année, ben, New York, c'est mes prefs, mais Beverly Hills, Potomac, j'ai regardé un petit peu Atlanta, puis tu sais, je tweet à propos de ça, puis il y a aussi, il y a BravoCon qui existe, qui est comme une convention pour les gens qui regardent des séries sur Bravo, puis il est pas dit que j'irai jamais à BravoCon, comme ça se peut. Sinon, d'autres fandoms agréables et casual, ben tout ce qui tourne autour des films d'horreur, particulièrement Nightmare on Elm Street, tu sais, j'ai écouté des podcasts là-dessus. L'année passée, il y a l'acteur principal du film, du deuxième film de la série, qui est venu à Montréal pour projeter son documentaire, puis il a rencontré les gens après. Fait que j'ai comme ma petite photo avec Mark Patton. J'étais bien énervée. Puis j'ai acheté son livre, en tout cas. Fait que, tu sais, je suis pas complètement obsédée, mais j'aime vraiment ça, m'intéresser à ça. Sinon, Star Trek, surtout The Next Generation, qui est comme la série que j'ai regardée au complet. Il y a un podcast vraiment le fun qui s'appelle Women at Warp, que je mettrai dans les notes de l'épisode. Puis qui c'est-tu juste des femmes ou il y a des personnes non-binaires? Mais en tout cas, c'est comme un groupe de fans de Star Trek qui s'attarde à des aspects comme sociologiques de la série, tu sais. Mm. Puis c'est super bon. Twin Peaks aussi, qui est une de mes séries télé préf. Tu sais, je consomme des memes, je suis des comptes sur Instagram, je regarde des documentaires sur YouTube. Il y a un livre qui est sorti récemment sur le personnage de Laura Palmer que j'ai comme hâte de m'acheter. Je pense que ça va être mon cadeau de fête de moi à moi. Puis un autre de mes fandoms, c'est tout ce qui touche, c'est quasiment gênant, mais c'est correct, c'est tout ce qui touche les parcs à thème, genre Disney et Universal. J'ai fait plusieurs visites à Disney World puis à Universal dans ma vie. Il y a quelques années, quand j'étais allée à Orlando, c'est dans le temps d'Halloween, puis j'avais assisté à Halloween Horror Nights, qui est un événement, genre il y a comme des maisons hantées à travers lesquelles tu marches, puis il y a des zones, des scare zones, en tout cas. Fait à chaque année, quand la programmation de Hollywood Horror Nights, c'est-tu Hollywood? Ouais, Hollywood Horror Nights sort,
ben, je suis comme bien énervée, puis je suis comme « Oh my God, ils vont-tu faire une maison? » Ils ont fait une maison sur Poltergeist une année. Je pense Oh que ça aurait my vraiment god! trippé. Wow! Puis tu sais, puis c'est ça, me tenir au courant comme des nouvelles attractions dans les parcs, tu sais, puis il y a eu une époque où j'étais vraiment comme plus intense là par rapport à cet intérêt-là, puis là maintenant c'est redevenu un petit peu plus casual. Fait que ça fait le tour de mes fandoms actuels qui sont sains, je pense. Ben oui, puis ils sont simples, puis en plus, moi, je les apprécie parce que tu as pu m'envoyer le vidéo sur le parc à terme au Japon de Super Oui! Mario World, ou c'est ça son nom, ou quelque chose comme ça. Je capotais, j'écoutais ça, j'étais comme, je veux y aller. Puis tu sais, en plus, la vidéo, c'est comme le créateur de Mario qui visite le site avant qu'il ouvre au Uh-huh. public. Là. Je capotais, je veux y aller. Ça a l'air vraiment le fun. En plus, il y a un élément de gameplay là-dedans. J'étais comme, Ouais! wow! Oh my Ça, God, puis aller à ça t'imagines-tu? ou puis au parc de Ghibli, là, aussi au Japon, là, va falloir que j'aille au Japon. Oui. Ah, faudrait tellement qu'on aille au Japon ensemble puis qu'on joue à Mario Kart l'une contre l'autre puis que je te clenche sur le parcours de l'arc-en-ciel. Ben, c'est sûr que tu me clenches parce que je meurs. Moi, je suis pas Ben bonne moi à aussi, conduire c'est des une joke, je vraies suis full pas voitures bonne. et Mario Kart. Mario Kart, au GameCube, j'étais pas si pire, mais non, ça va pas. On est arrivé en dernière partie de l'épisode, puis là, je suis bien énervée parce que c'est le retour d'un segment classique. On l'a fait juste une fois, mais le retour d'un segment, euh, c'est ça, incontournable de Entre deux eaux, la minute en tabarnak. Donc, c'est quoi le concept? C'est qu'on prend 60 secondes pour faire parler notre rage au micro, quelque chose qui nous fait suer, ça peut être bien grave, ça peut être bien niaiseux, mais on prend le 60 secondes pour vivre notre colère à fond. Et je pense que Catherine, tu as un sujet sur lequel tu veux rager aujourd'hui. Alors, tu nous diras quand t'es prête, puis je vais partir le chrono. Je pense que je suis prête. Vas-y, c'est parti. Ta minute en tabarnak commence maintenant. Ben, ce qui me met en tabarnak, c'est 2 choses. C'est la montée des féminicides et la montée des cas de variants de COVID dans les dernières semaines, avec on top ce nouveau, entre esti de gros guillemets, confinement, mélangé à mon manque total de confiance entre notre gouvernement de moron, totalement incapable de régler ni la crise sanitaire, ni la violence basée sur le genre, ni quoi que ce soit finalement. Mon anxiété est dans le tapis, puis il y a pas grand-chose qui me fasse du bien. Fait que je 30 sais plus si secondes. j'ai encore envie de faire la minute en tabarnak. Pour vrai, la colère non-stop, ça use, puis j'ai juste plus de jus. Tu peux arrêter le timer, j'ai fini, je veux plus, c'est... Ça met trop en crise. Ah, OK, fait on arrête ça là? Ouais, ben je vais l'arrêter là, puis je vais utiliser les quelques secondes qui me restent pour mettre un petit peu de positif dans nos vies. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma nouvelle affaire préférée sur les internets. Vous irez voir ça sur YouTube, les vidéos de tests de jouets vintage par la drag queen Trixie Mattel. Celui qui est sorti le jour où on enregistre, elle teste un genre de Easy Bake Oven pour Barbie et elle décide de faire un gâteau. Vous savez, le fameux gâteau avec une robe. Le gâteau, c'est la robe, puis on plante une Barbie dedans. J'ai tellement ri, ça m'a tellement fait du bien d'écouter ça ce matin. Surtout le moment, spoiler alert, où elle se rend compte que son gâteau, il est pas assez haut puis que les jambes de la Barbie sont trop longues, fait qu'elle décide de snapper les 2 jambes de la Barbie pour rentrer et mettre du crémage. Puis écoute, pour vrai, c'était comme une révélation. Trixie Mattel amène beaucoup de beauté dans ma vie. J'en reviens pas d'avoir découvert cette chanteuse country après l'enregistrement de notre épisode country, Mhm. mais sa musique me fait beaucoup de bien. Ses vidéos, écoute, j'écoute ses vidéos de make-up alors que je possède pas de make-up, mais il y a quelque chose de relaxant. Je trouve que sa voix est relaxante. Ça me prend quelque chose pour m'évader, là, parce que là, c'est juste trop lourd. Ah, mon Dieu, quel revirement de situation. La minute en tabarnak qui nous met trop en tabarnak. Fait qu'on fait un 180 et on fuit la réalité en regardant des vidéos de Trixie Mattel
Je suis d'accord avec ta stratégie de coping et je fais la même chose. Ça m'empêche pas de savoir que la situation est catastrophique, puis que la montée de la violence, puis la violence anti-asiatique aussi ces jours-ci, Mhm. c'est vraiment lourd, mais me fâcher puis me mettre dans tous mes états à cause de ça, ça va pas régler quoi que ce soit. Fait que je vais me préserver, puis on ira au front plus tard. Donc, cet épisode clôt nos discussions par rapport au fandom, quoique, comme Catherine l'a dit, il n'est pas dit qu'on ne fera pas à un moment donné un épisode complet sur Mario Bros ou Drag Race. On verra bien. Fait que, comment ça s'est passé pour toi, Catherine? Check-out? Ben, ça va bien, le enregistrer avec toi, ça me rend tout le temps de bonne humeur, puis, même si j'ai fait la minute en tabarnak, je suis contente de ma décision de l'avoir écourtée pour parler de choses positives parce que je sens que c'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui. On dirait que me lancer juste dans de la colère, ça me tentait, j'en ai de la colère, mais c'est difficile de rester longtemps là-dedans, fait que de parler des fandoms, de parler de Lego, moi j'en reviens pas que j'ai parlé de Lego. Mais écoute, c'était le fun, puis c'est des choses qui mettent, du plaisir dans nos cœurs. Fait que c'était bien agréable de partager ça avec toi, puis d'entendre parler de tes fandoms à toi. Puis toi, comment tu te sens à la fin de cet épisode-là? Ben moi aussi, heureuse. Je pense qu'avec cet épisode, on a cultivé notre joie et je pense que c'est très sain dans le contexte actuel. Et vous aussi à la maison, si cet épisode vous a apporté de la joie, ben on vous suggère de la partager. Donc, envoyez l'épisode à une personne de votre entourage qui, par exemple, se calisse du Marvel Cinematic Universe, mais aime bien les Lego, par exemple. Vous pouvez aussi partager cet épisode-là sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de nous taguer si vous le faites. N'oubliez pas qu'on est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado. On vous encourage aussi à vous abonner à notre feed. On est disponible sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi soumettre un avis et nous mettre des étoiles. C'est une manière vraiment efficace d'aider notre podcast et c'est super apprécié. Et c'est également possible, si vous en êtes capable, de nous soutenir financièrement. Toutes les infos sont sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co. Et dans le prochain épisode, on va faire honneur à notre beau pays, le Canada. Lol. Et on va parler de bilinguisme. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que ça change de parler deux langues? Puis, comment qu'on finit par percevoir les cultures anglo-franco? On a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. On a vraiment hâte. Hey, Justin va être fier de nous. On devrait l'inviter. On peut-tu l'inviter? On peut l'inviter, mais je sais pas s'il va venir. En tout cas, on pourrait essayer. Fait que, ben, on se reparle dans 2 semaines, tout le monde. À bientôt! À bientôt! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, ou Diodiaké, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.